Alors, on vous a dit que vos revenus allaient baisser sensiblement, donc il faut penser bien avant d'arriver à la retraite à votre complément de retraite. Donc là, pour ça, je vais passer la parole à monsieur dont le nom m'a échappé et qui n'est pas marqué sur la diapo, mais il est là, à monsieur Guillaume Thierry, spécialiste en épargne retraite à la MACSF. Vous avez 15 minutes. Très bien, merci docteur. Bonjour à tous, merci de m'accueillir personnellement pour la première fois à cet événement du SNOF. Ça va être l'occasion d'avoir un petit échange sur les solutions qui, cette fois-ci, qui sont patrimoniales, puisqu'on a vraiment bien fait le lien avec les intervenants d'avant sur les régimes obligatoires. Je ne vais pas revenir sur le déficit, sur le comment prendre sa retraite, à quel âge ou autre, mais je vais essayer de, cette fois-ci, vous mettre un petit peu plus de perspective sur, justement, votre régime qui est certes contraignant, en termes de cotisation, en termes de montant obtenu à la retraite. Mais cette fois-ci, l'espace de liberté que vous avez, c'est votre propre gestion de patrimoine. Donc les solutions sont diverses et variées, immobilières, financières. Vous avez certainement déjà dû vous poser plusieurs fois la question « qu'est-ce que je dois faire ? Comment je dois m'y prendre ? Dans quoi investir ?» Des choix qui finalement sont toujours un peu cornéliens ou compliqués à décider seul. Donc c'est un petit peu, en tout cas au niveau de la MACSF, votre mutuelle, ce qu'on essaye nous d'interagir avec l'ensemble de nos sociétaires au quotidien, c'est d'essayer d'avoir des approches personnalisées. Donc on est une équipe voilà, sur toute la France, donc là vous avez mes coordonnées, mais si vous nous contactez, il y a toujours un interlocuteur de proximité. Là, c'est juste un petit rappel, même si pour moi, là je vous ai indiqué qu'on n'allait pas se focaliser sur le régime, mais c'est les constats. C'est effectivement l'ascenseur émotionnel de retomber sur 30% de ses revenus. Donc, quelques données qu'on pourrait citer comme ça. Le revenu moyen sur les professions libérales en ophtalmologie sont, voilà, c'est des moyennes autour d'un BNC de 146 000 euros. Donc, vous allez voir qu'après, en mensuel, on va passer de un peu plus de 12 000 euros et on va être en dessous, comme on vous disait, plutôt à 3 500 de revenus de remplacement. Donc c'est vrai que l'idée, ça va être comment votre patrimoine va pouvoir être mis au service de vos choix de vie et de votre retraite, comment vous allez vouloir la vivre. Et c'est un petit peu comme ça qu'on va essayer de vous accompagner. Pour moi, sans rentrer dans la technique de produit ou de solution, le facteur clé et le plus important, c'est vrai qu'on en a un petit peu parlé, c'est des fondamentaux, c'est le temps. Le temps, aujourd'hui, c'est ce qu'on a de plus précieux à passer sur Terre, en tout cas auprès de nos proches. Et à la retraite, on en aura un petit peu moins. Par contre, on a beaucoup de temps, puisque nos régimes se diffèrent le plus longtemps possible avant qu'on y ait le droit. On a de plus en plus de temps pour préparer ce moment crucial. Là, vous avez quelques données, le temps qu'on va passer à la retraite, et en tout cas pour financer la période. Et puis, ce que moi j'appelle le facteur temps, parce que beaucoup aujourd'hui de personnes se focalisent en épargne ou en solution patrimoniale sur le rendement, combien ça va me rapporter, etc. C'est important, mais c'est effectivement plutôt le facteur temps qui va jouer. Plus vous allez anticiper le moment de votre retraite et engager des actions, moins l'effort financier mensuel à faire, c'est assez logique, mais il faut le rappeler, sera douloureux en tout cas, sera important à entamer. Alors, le législateur, l'État fait beaucoup de choses, c'est pas toujours bien, des fois c'est bien, mais depuis 2019, vous avez dû suivre un petit peu l'évolution notamment de la loi Pacte, qui était un ensemble de mesures, mais avec un tiroir épargne-retraite, qui était assez intéressant à ce moment-là, puisque vous avez tous eu, je pense, à un moment donné, des dispositifs d'épargne-retraite multiples et variés, soit en salarié, soit en libéral. Il y a une complexité qui aujourd'hui est venu se simplifier puisqu'on a un produit d'épargne universel qui s'appelle le plan d'épargne retraite. Est-ce que c'est un sujet, je pense, dans les 2-3 dernières années qui est revenu quand même dans les informations? C'est un terme qui a dû au moins arriver une fois à votre oreille. Qu'est-ce que le PER? C'est la possibilité d'avoir un réceptacle universel pour déjà l'ensemble des anciens dispositifs qui étaient plus ou moins complexes selon les uns ou les autres et qui avaient des contraintes. Moi, le point principal que je vais soulever, c'est la liberté, puisqu'aujourd'hui, avec le plan d'épargne retraite, c'est fini le temps unique de la rente viagère. Vous allez avoir la possibilité de redevenir maître de votre capital
et de récupérer au moment de la retraite du capital toujours, ou étalé sur plusieurs années, de la rente viagère si on veut uniquement de la rente viagère, ou un mixte des deux solutions. Là, je vous parle un petit peu plus du Vie ma vie, mais qui est un petit peu celui de nos sociétaires. On a fait, juste avant moi, des interventions un petit peu sur comment on veut vivre sa retraite. Et il est certain qu'au moment de la retraite, une rente viagère seule, ça ne va pas toujours être satisfaisant. Que du capital qui va s'épuiser au bout d'un moment, ce n'est pas non plus la réponse à tous les besoins. Mais je remarque quand même que la manière dont nos sociétaires et donc beaucoup de personnes veulent vivre, c'est un capital immédiat qui va pouvoir répondre des fois à certains projets de court terme, mais aussi une rente qui va venir stabiliser et compléter un petit peu les choses. Donc les règles de fonctionnement qui se sont harmonisées, une épargne qui s'est aussi simplifiée dans sa gestion et qui est accompagnée, on en reparlera un petit peu, et puis aussi une fiscalité, même si la fiscalité ne doit pas être le tenant et l'aboutissant de toutes les solutions patrimoniales que vous pouvez mettre en œuvre, mais aussi une fiscalité favorable au moment de la mise en place des versements sur votre contrat retraite. Je vais essayer de vous parler des deux phases et en vous expliquant comment ces phases peuvent être optimisées. Donc vous avez la phase d'épargne, celle dont on a parlé, et qui est pour moi optimisée avec le temps. Donc tout à l'heure, au tout début, on en parlait même, peu importe le montant, mais même un petit montant en début de carrière, il faut essayer de l'enclencher et de le faire évoluer au fur et à mesure du temps, parce que ces versements vont avoir la particularité pour vous, dans une enveloppe maximale, bien entendu, qui se calcule. Vous avez des simulateurs en ligne sur nos sites MACSF ou un petit peu partout. Vous avez dû entendre parler de la loi Madelin retraite. Donc vous avez des plafonds maximales chaque année qui sont assis sur votre BNC. Donc, pas rentrer dans les maximums d'une enveloppe, mais je donne un exemple. Sur 146 000 de BNC moyen, comme je vous l'ai cité tout à l'heure, l'enveloppe maximale de versement va quand même se monter à plus de 30 000 euros. Ces 30 000 euros, j'ai deux choix. Je les laisse effectivement dans mon revenu, je vais subir la pression fiscale, mais je vais les consommer et vivre avec. Mais j'ai aussi la possibilité de les dédier à de l'épargne retraite et je vais venir les déduire de mon BNC avant que le calcul sur le revenu imposable s'effectue. Comment on va voir l'efficacité de ce versement? L'impôt sur le revenu, c'est un peu un escalier. Plus vous allez monter les marches et avoir de revenus, plus le haut de vos revenus, ce qu'on appelle les tranches marginales d'imposition, je ne vais pas rentrer dans la technique, on retient souvent son taux de prélèvement à la source parce que c'est ce qui nous parle, c'est l'impôt brut que l'on paye sur son revenu. Mais les tranches marginales d'imposition, c'est le plus haut de la fiscalité de vos derniers revenus. Globalement, à peu près au-delà de 75-77 000 euros, on est sur des tranches qui sont les plus fortes du barème. Donc 41, et puis ça va monter jusqu'à 45%, un petit peu au-delà de 150 000 euros pour une part. Donc là où vous avez compris l'intérêt de l'épargne retraite, c'est de préparer son avenir et de différer cette épargne pour soi. Mais l'intérêt fiscal, c'est qu'on va venir déduire le haut de la tranche. Donc 30 000 euros versés, pour essayer de comprendre un petit peu l'efficacité fiscale, sur la tranche à 41%, c'est 41% de cette somme qui va venir en moins en termes de fiscalité l'année suivante, au moment où vous allez avoir votre déclaration d'impôt sur le revenu. Donc c'est à peu près 12 000 euros. Ces 12 000 euros, pareil, on peut aussi les remployer dans des stratégies ensemble pour continuer à faire capitaliser votre épargne retraite. Ça allège aussi votre effort, puisque de 30 000 euros bruts, vous avez bien compris qu'il y a quand même une participation entre guillemets fiscale au début de 12 000 euros. Là où la gestion financière de l'épargne est importante, c'est qu'aujourd'hui, plus on a le temps pour mettre en place des choses, plus on va pouvoir aller chercher différentes solutions patrimoniales. Ça peut passer, vous le savez, par des supports sécurisés, des supports un petit peu plus dynamiques qu'on retrouve dans les contrats. Dans un PER, vous avez deux gestions. Vous avez des gestions libres et puis le législateur a prévu, parce que le but, ce n'est pas d'y passer non plus toutes ces journées, des gestions déléguées, donc qui sont déjà organisées et qui sont à horizon. La spécificité de l'épargne retraite, c'est que cette gestion à horizon va être dynamique selon des profils que vous allez déterminer avec un conseiller, vont être dynamiques en début de carrière et vont se sécuriser les 15 dernières années avant votre prise de retraite, année par année. Donc c'est une gestion qui est à la fois économiquement et judicieuse, mais qui est aussi pilotée et organisée en termes de gestion de risque. Et puis quand on a des contrats retraite aujourd'hui, c'est l'espace de liberté patrimoniale. Vous savez bien, quand vous avez un contrat d'assurance vie, en général, on est
plutôt pieds et poings liés avec l'assureur, c'est difficile, on ne peut pas le transférer, on doit le racheter, etc. La retraite, si vous n'êtes pas satisfait de votre intermédiaire, que ce soit en termes de conseils ou en termes de frais, c'est un réel sujet qu'il faut quand même soulever. On n'est pas là pour parler d'un assureur A contre un assureur B, mais on est là pour parler de votre capital retraite. Les frais qui sont prélevés sur du long terme, c'est plusieurs milliers d'euros qui peuvent être en moins sur le capital que vous allez avoir pour vous à disposition à la retraite. Donc il faut vraiment être vigilant là-dessus. Je ne parlerai pas de la MACSF, vous viendrez nous voir, on pourra en parler, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais dans un contrat d'épargne retraite, vérifiez un point clé, c'est les frais. Alors les frais, c'est à la fois ce qu'on va vous prendre sur le versement à l'entrée, ça c'est assez connu, mais c'est surtout les frais de gestion. Les frais de gestion, c'est quoi? C'est les frais qui sont pris par l'assureur ou par l'intermédiaire de votre contrat sur l'encours. Et l'encours, c'est la somme qui est placée à l'instant T au 31 décembre sur votre contrat. Donc plus ces frais de gestion sont élevés, et moins chaque année vous avez de rendement avant le rendement qui vous sera servi. Donc vous avez compris que la phase de constitution de l'épargne retraite, c'est celle qui est la plus importante, puisqu'il y a un volet purement économique et financier, c'est combien je vais pouvoir y consacrer, chaque mois, chaque année, comment je vais optimiser ça au niveau fiscal, est-ce que c'est intéressant pour moi ou pas. Donc se faire accompagner, c'est important. Ça va être d'opter pour une gestion financière qui nous correspond à soi-même et qui correspond aussi au temps que l'on va avoir devant soi. Je ne rentre pas dans les supports de finances durables, mais aujourd'hui, on a une épargne qui doit de plus en plus se verdir et c'est un sujet, donc il ne faut pas hésiter non plus à l'aborder et c'est des points qui se soulèvent. Et puis, c'est comment j'organise l'ensemble de mes dispositifs. J'ai pu être salarié, j'ai pu être libéral. Au tout début, on vous a montré le site de l'assurance retraite. Vous avez un onglet contrat si vous pensez avoir été salarié, que l'employeur a pu vous mettre un contrat ou que vous avez vous-même fait des vieux contrats à un moment donné que vous avez oublié. Cette déperdition dans le temps de contrats qu'on a pu laisser en sommeil, on va les retrouver et on va pouvoir les mutualiser sur une seule enveloppe. Le côté plus agréable, c'est effectivement la phase de liquidation. C'est comment je vais profiter de ce capital à la retraite. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Mais 4 modes de sortie principaux vont être offerts. Ça va être un capital unique. Donc on va se dire, si je prends tout le capital en une seule fois, facture fiscale, effectivement, il faut s'en préoccuper. La sortie, quoi qu'il advienne, est remise sur votre tranche d'imposition, mais vous avez bien compris, phase d'épargne, tranche d'imposition très forte, phase de retraite, tranche d'imposition logiquement bien plus faible. C'est là que le gain fiscal s'opère. Vous allez pouvoir donc faire une sortie en capital unique, une rente viagère. Rente viagère, si vous avez un conjoint, elle peut être réversible. Est-ce que est-ce que tout le monde comprend le principe de la rente viagère ou c'est quelque chose d'opaque? C'est bon? Donc rente viagère, un mixte des deux ou un capital qui va pouvoir s'étaler sur plusieurs années jusqu'à 15 ans, par exemple. Où là, vous allez pouvoir maîtriser vos besoins et ce dont vous aurez le plus besoin au moment de votre retraite en termes de complément de revenus. Donc là, on a fait un focus fort sur le PER. Vous avez bien compris, c'est une des solutions et une des solutions les plus simples à mettre en œuvre. Ça va vous faire une épargne dédiée, mais ça s'imbrique dans une gestion patrimoniale à côté de tout ce que vous pouvez faire par ailleurs. Et je vous invite toujours, c'est à multiplier vos sources de revenus futurs, d'essayer de les soigner. Donc ça va passer par le PER, de l'assurance vie, de l'immobilier, des solutions qui sont assez classiques sur le plan patrimonial, mais qui deviendront moins classiques quand on pourra avoir un entretien personnalisé et qu'on fera du sur-mesure. C'est un petit peu là où je voulais en venir pour pouvoir répondre à toutes les questions que vous avez sur le volet essentiellement du PER aujourd'hui. Merci à vous. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Quand vous parlez des frais, donc il y a des frais au moment de déposer la somme, Oui. il y a des frais de gestion. Est-ce qu'il n'y a pas des frais aussi au moment où on retire l'argent qui sont des frais d'arrérage? Alors, vous avez raison, les frais d'arrérage, qui sont globalement les mêmes chez tous les assureurs, ils ne valent que sur la rente viagère. Donc au moment où on va vous servir 100 € de rente viagère, en général, vous allez avoir 97 € net, puisque c'est à peu près 3%. Donc il faut être aussi vigilant sur les contrats à la sortie, si on veut absolument une rente viagère, sur le niveau des frais pendant la vie du contrat, la vie après le contrat. Donc tous ces frais, d'une manière générale, c'est bien quand ils sont maîtrisés, effectivement. Mais quand ils sont maîtrisés, c'est quand on les connaît à l'avance. Ceux-là, ils n'en parlent jamais. C'est pas chez Oui. c'est sous silence totalement. Tout à fait. C'est pour ça que, heureusement qu'aujourd'hui, les épargnants ne sont pas seuls et que les pouvoirs publics, il y a des autorités de contrôle, notamment sur les assureurs, les banques, les mutuelles,
ACPR et que les frais cette année, c'est un sujet qui est venu au cœur de l'actualité, qu'on en parle un petit peu plus. Et comme tout contrat, effectivement, vous avez des frais de fonctionnement. Et moi, je vous invite, si, comme monsieur, ça n'a pas été évoqué, à regarder un peu vos frais. Les frais seuls ne sont pas que le sujet, c'est aussi la qualité du contrat, des supports, des fonctionnements. Heureusement ou malheureusement, heureusement parce qu'on a du choix et malheureusement parce que ça peut complexifier les choses. Donc je vous invite toujours à essayer de faire le travail vous-même si vous avez le temps, mais essayez d'être accompagné sinon. Vous avez la possibilité d'avoir un choix très important de PER sur le marché. L'idée, c'est d'aller chercher celui qui va vous correspondre et je ne parlerai pas de la MACSF en particulier, mais d'essayer de chercher des offres simples finalement et pas trop alambiquées. C'est ça qui va aider, puisque qui dit offre qui paraît séduisante sur le papier avec un maximum d'options, dit aussi des frais de gestion potentiellement beaucoup plus élevés. Je ne sais pas si ça a bien répondu à votre question. Quelle garantie ont les épargnants vis-à-vis de l'institution qui gère leur fonds en cas de disparition de la CSF? Bien sûr. Alors ça, c'est important. Le PER, il s'intègre dans le fonds de garantie des assurances de personnes, qui est un fonds qui indemnise toutes les assurances vie ou tous les plans d'épargne retraite. Donc chaque assureur, aujourd'hui, cotise à ce fonds. On va en parler, c'est important, il existe. La garantie, elle est de 70 000 € par assuré et par compagnie. Elle est distincte de la garantie que vous connaissez sur les dépôts de 100 000 € qui correspondent au placement bancaire. Donc c'est distinct et c'est à la fois cumulative. Mais j'insiste aussi sur le côté distinct. Une mutuelle ou un assureur n'a pas le même métier qu'une institution financière. La banque, vous savez, collecte vos dépôts, les prête, donc a un risque de crédit. Un assureur collecte des primes et place ses primes. Ce n'est pas tout à fait le même risque. Et après, aujourd'hui, cette garantie, elle représente un fonds qui est doté d'environ 2 milliards d'euros. Il faut bien sûr faire un focus et s'attarder sur ce fonds de garantie et cette garantie, mais ce qu'il faut mettre en exergue, c'est la qualité de votre intermédiaire. Allez toujours vérifier. C'est pas toujours évident à trouver cette information, mais il y a des ratios qui vous le donnent. Ces niveaux de fonds propres, ces provisions, c'est des éléments un peu comptables, vous pouvez les demander. Mais aujourd'hui, voilà, un acteur mutualiste, MACSF ou d'autres, ont la particularité de ne pas avoir d'actionnaires, de ne pas être coté en bourse, donc ça peut être aussi des gages de sécurité complémentaires. Point important du dernier, pour répondre et être très précis sur votre question, le fonds de garantie des assurances de personnes, il existe depuis les années 90, il n'a jamais été mis en œuvre, même à la crise de 2008. Et vous avez entre assureurs une garantie de place. La garantie de place, c'est quoi? C'est que si un assureur vient à faire faillite en France, un autre assureur va reprendre le portefeuille et la continuité des contrats existants. Donc, il faudrait quand même rentrer dans un monde collapsologue pour envisager que l'ensemble des assureurs français aujourd'hui aient fait faillite. Mais c'est possible, mais bon, voilà. Oui, merci à vous. C'est bon ?